Non, mais là, c'est le début d'un cauchemar, là. Là, on replonge dans un traumatisme qui date de 2013. Parce qu'en 2013, il y a un film qui est sorti, c'est La Reine des Neiges. Et le film, malheureusement, il n'est pas sorti tout seul, il est sorti avec une bande originale, une musique, des chansons. Et ces chansons, il se trouve que les mois qui ont suivi la sortie, les années qui ont suivi la sortie, on n'a pas arrêté de les entendre, partout. Dans les parcs, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, absolument partout. Et j'ai mis du temps à me remettre de ce traumatisme parce que ces chansons, elles sont absolument insupportables. Et voilà pas que la Walt Disney Company s'est dit il y a quelques temps, si on faisait des attractions La Reine des Neiges. Comme ça, les vidéastes, ils viendront faire nos attractions et il faudra qu'ils fassent des vlogs et des reports sur nos attractions. Et donc, ils vont encore entendre ces putains de chansons en boucle. Et là, j'avoue que ça fait quelques jours que je les entends et j'ai l'impression que je vais commencer à devenir violent. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler une dernière fois des Walt Disney Studios qui d'ici quelques heures seront rebaptisés en Disney Adventure World. Plus spécifiquement, si nous revenons sur le parc aujourd'hui, c'est pas pour aller faire Flight Force ni Crush's Coaster, mais bien pour partir à la conquête d'une extension qui a été annoncée il y a maintenant 8 ans, à savoir celle de Frozen. Frozen s'inscrit donc dans un plan d'investissement de 2 milliards d'euros lancé donc pour redynamiser la destination ainsi que pour la moderniser, avec des travaux lancés pour transformer les Walt Disney Studios, le Disney Village ainsi que l'offre hôtelière du resort. Pour les studios, jusqu'ici l'enfant pauvre des parcs Disney, le projet c'est de retaper le parc de fond en comble ainsi que de multiplier sa superficie par 2 en passant par un nouveau hub central nommé Adventure Bay. Autour de ce hub s'élèveront les futures extensions du parc avec donc pour commencer Frozen qui ouvre donc cette année en 2026, le Roi Lion qui est prévu pour 2028 et peut-être du Avatar qui ouvrira dans les années à suivre, en tout cas c'est la rumeur qui court actuellement. Vous remarquerez que j'ai pris soin de ne pas évoquer les teacups réponses ni les chaises volantes là-haut parce que j'ai pas envie de mettre le parc dans l'embarras parce que là c'est vraiment anecdotique si ce n'est plus et si ce n'est pire. Le parc va ainsi prendre un nouveau départ sous le nom de Disney Adventure World. Exit donc les studios avec leur backstage hollywoodien, place à un parc qui s'inscrira à 100% dans l'exploitation des grosses IP Disney. Pas de jugement de ma part pour l'instant, de toute façon les studios n'ont jamais rien eu à proposer et n'ont jamais eu l'allure ni la teneur des autres parcs Disney, donc quoi qu'il arrive, on pourra pas faire pire. Je dirais même plus, cette refonte, c'est probablement ce qui pouvait arriver de mieux au parc. Sachez pour commencer que je ne porte pas La Reine des Neiges dans mon cœur, c'est un des Disney modernes que j'aime le moins, je trouve ce film pantouflard, je le trouve assez plan-plan, je trouve que c'est un film qui ne prend aucun risque à aucun moment, qui n'aborde pas de thématique qui porte à la réflexion comme certains autres Disney peuvent le faire, surtout des Pixar en fait, et c'est un Disney qui est plus fort donc pour vendre du merchandising plutôt que pour procurer des émotions. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai reçu le film. C'est un Disney qui n'a pas grand chose à dire et qui n'apporte pas grand chose sur le plan artistique, et il y a des personnages qui sont littéralement créés uniquement pour vendre du merchandising, hein. Le marketing là-dessus ils sont trop forts, coucou Olaf. Mais sachez à côté de ça que j'en ai pas grand chose à foutre non plus d'Harry Potter, et pourtant Harry Potter and the Forbidden Journey est un de mes Dark Rides préférés, comme quoi on peut ne pas être attaché à un film, et pourtant trouver une adaptation de ce film en attraction absolument excellente. Comme ça, vous saurez que mon jugement sur le ride et sa zone n'est en aucun cas influencé par le fait que la Reine des Neiges, je m'en cogne. Allez, trêve de blabla, il est temps pour nous d'aller voir ce qui se passe du côté d'Arendelle, et pour ce faire, je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Et c'est donc au Walt Disney Studios que nous nous retrouvons en cette fraîche soirée de mars, pour une visite qui sonnera pour moi le glas de mon aventure avec ce parc,
parc dans lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, et dans lequel je ne reviendrai plus avant que celui-ci ne soit rebaptisé Disney Adventure World. D'ailleurs, le nom du parc a été camouflé un peu à l'arrache sur le château d'eau situé à l'entrée de celui-ci, nom qui sera révélé lors de l'ouverture officielle de Disney Adventure World, le 29 mars prochain. Une visite qui se place donc sous le signe de la nostalgie, mais également sous le signe de la découverte, étant donné que si nous sommes ici, c'est pour partir à la rencontre d'une extension annoncée il y a maintenant 8 ans, à savoir celle de Frozen, la Reine des Neiges en version française. Mais avant d'aller voir à quoi ressemble tout ça, pénétrons au sein de World Premiere, l'ex-Studio 1, totalement retapé et modernisé, une refonte bienvenue et faite avec goût, plongeant le visiteur dans l'atmosphère d'une soirée hollywoodienne durant laquelle se déroulerait une avant-première, le tout emballé dans de jolis décors art déco. Ça fonctionne bien, la scénographie est chouette et il s'agit là d'une update qui donne davantage de cachet à ce parc qui en a franchement bien besoin. En sortant de World Premiere, on retrouve une skyline à laquelle on est habitué, mais qui personnellement me fait toujours un petit quelque chose, étant donné que j'ai passé plusieurs années de ma vie sur l'attraction que vous avez là devant vos yeux, à savoir la Tour de la Terreur. J'y étais même formateur, ouais, paye le CV du gars. Allez, la nostalgie c'est bien beau, mais tournons-nous vers l'avenir, en progressant d'abord par ce qui est désormais la prolongation de l'Hollywood Boulevard, au bout duquel on trouvait jadis l'entrée de Studio Tram Tour. Désormais, on y trouve une grande allée sur le thème de l'art nouveau, nommée Adventure Way, le long de laquelle nous trouverons des palissades qui seront ensuite remplacées par des chaises volantes thématisées sur là-haut, ainsi que divers jardins type jardin anglais et une attraction Réponse. A noter que nous aurons assisté à un petit show se trouvant du côté de Réponse, petit show situé sous un kiosque qui sert de scène pour les performers. De même, quelques détails qui ne demandent qu'à être enrichis jalonnent la zone qui prend tout son sens à la nuit tombée et qui en prendra davantage sans ses palissades. Par contre, il est vrai, difficile de camoufler le dos pas bien flatteur de la tote, même si le maximum a été fait pour que le bâtiment ne jure pas trop avec le reste, notamment au niveau de la zone World of Frozen. Comme je vous le disais, la première attraction que vous croiserez dans cette nouvelle extension, c'est Réponse Tangle Spin, un Teacups Zamperla, ma foi tout mimi, mais surtout d'une mollassonnerie assez confondante. Rien à voir donc avec Sirocco à Efteling, qui est vraiment capable de pousser les rotations de manière assez indécente. De fait, Réponse est une attraction qui est visuellement chiadée, mais avec un curseur de sensation qui reste au point mort, donc on viendra plutôt se rincer la rétine à la nuit tombée pour profiter de la beauté de la bête, ce qui est vraiment son seul argument. Continuons donc à avancer sur Adventure Way pour voir se rapprocher petit à petit ce qui marquera maintenant le nouvel horizon de Disney Adventure World, à savoir Frozen et son royaume d'Arendelle. Frozen est donc situé au bord d'un lac faisant partie intégrante d'une nouvelle circulaire nommée Adventure Bay, autour de laquelle nous trouverons par la suite le Roi Lion ainsi que les prochaines extensions du parc. Pour l'instant, seul Frozen apparaît de l'autre côté du lac, un lac immense sur lequel se déroule une parade ainsi que le spectacle nocturne Cascade of Lights. Un lac si grand qu'il écrase quelque peu la zone de Frozen, ratatinant sa montagne et son château pour les faire paraître moins imposants qu'on aurait pu le souhaiter. Pas d'effet waouh donc à la première découverte certes lointaine de ce nouveau quartier, duquel nous allons nous approcher sans plus tarder. Nous faisons donc le tour du lac et nous nous enfonçons dans Adventure Bay, en se disant qu'il faudra tout de même laisser du temps à la végétation pour qu'elle s'accapare la zone, ce qu'elle fera donc avec le temps en poussant, comme dans toute nouvelle zone qui se respecte. Voici donc ce que nous pouvons voir le long du lac, mais ce coup-ci tourné vers l'intérieur du parc, avec au loin Toy Story Playland ainsi que le Regal View, restaurant et lounge avec une vue imprenable, tout aussi imprenable que votre tronche lorsque le cast member vous apportera l'addition. Eh bien voilà, roulement de tambour, nous voici arrivés à World of Frozen, dans ce village norvégien situé au pied d'une montagne d'une quarantaine de mètres de hauteur, abritant notamment le palais de glace d'Elsa. Ici, vous trouverez donc une attraction mécanique qui n'est autre que Frozen Ever After, la raison principale de notre visite dont nous parlerons peu après. Déjà, parlons du quartier en lui-même. Pour tout vous dire, je m'attendais à quelque chose de plus imposant. C'est certes joliment fait, mais je m'attendais à quelque chose de l'ampleur d'un préolard à Islands of Adventure, c'est-à-dire à la reproduction d'une rue qui nous immergerait dans Arendelle en proposant des bâtisses de part et d'autre de l'allée pour nous y enfermer. Ici, nous n'avons qu'un ensemble de bâtiments sur un seul côté de la rue, l'autre côté étant quant à lui assez chiche en thématisation pour finalement laisser place à la vue sur le lac. De même, s'il est vrai que la fontaine située à l'entrée du quartier a de l'allure et s'avère photogénique, d'autant plus de nuit, je m'attendais à plus de détails au sein de la zone, qui a finalement été faite en toute simplicité, notamment en ce qui concerne les bâtisses du village. C'est d'ailleurs un quartier qui sera bien plus intéressant à arpenter de nuit. Pour ce qui est de la vue vers l'extérieur de la zone, comme je vous l'ai dit, il faudra attendre que la végétation sur Adventure Bay grandisse et nourrisse le lieu, pour absorber notamment une partie des 60 mètres de cette tour de la terreur, qui n'est pas forcément
maintenant présenté sous son plus beau profil. Côté lac, nous pourrons observer des points de vue plutôt mignons, notamment ici avec cette tourelle et son phare, mais constaterons déjà un rockwork un peu fatigué qui nécessitera très probablement une réhab anticipée. Mais enfin, côté rockwork, on se rattrapera largement avec la montagne d'Arandel qui est particulièrement impressionnante. Petite question qui me taraude, c'est de savoir comment est-ce que le parc va gérer les flux de visiteurs dans cette allée, qui n'est foncièrement pas très large, surtout compte tenu de l'affluence qu'il y aura prochainement. Une allée qui, en plus de cela, se trouve être un cul-de-sac. Côté animation, sachez que des personnages arpenteront les allées pour que vous puissiez vous photographier et interagir avec eux, avec notamment le déjà célèbre Olaf que nous n'avons pas pu croiser en cette soirée, ou encore Hawken qui est un personnage secondaire voire tertiaire de la Reine des Neiges, donnant à voir que Disney ne se contente pas que des personnages principaux de ses films, mais donne aussi leur place à des caractères plus confidentiels. Alors, après cette première plongée dans Arendelle, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un quartier très mignon, bien fini, mais ça manque peut-être d'un peu de caractère. On n'est clairement pas sur du Disney top niveau comme on peut en trouver à Animal Kingdom, mais l'ensemble a tout de même beaucoup de charme, c'est cohérent et on est heureux de constater qu'il se passe enfin des choses intéressantes à Disneyland Paris. Je vous mets ici une vue plus globale du quartier avec notamment le château d'Arendelle à la droite du plan, quartier dans lequel nous reviendrons par la suite. Mais déjà, allons sans plus tarder nous attaquer à la raison première de notre visite, à savoir Frozen Ever After, qui n'est autre que l'attraction phare de la zone et pour cause, c'est actuellement la seule. Alors dirigeons-nous vers cette très jolie entrée et profitons des 5 minutes d'attente annoncées sur le panneau de l'attraction, mon petit doigt me disant d'ailleurs que c'est pas tous les jours qu'on pourra aller tâter du Frozen Ever After dans ces conditions. Premier truc qui nous marque à peine avons-nous franchi l'entrée, c'est le travail impeccable du rockwork, qui peut parfois se trouver plus à la peine à mesure qu'on s'en rapproche, mais qui ici est indéniablement nickel, aussi bien de près que de loin. On progresse donc dans la file avec une première partie en extérieur qui peut être allongée au besoin, et mon petit doigt me dit aussi que ces extensions serviront très prochainement. Décidément, il a pas mal de choses à me dire ce petit doigt. Nous poursuivons pour nous retrouver très rapidement dans la partie intérieure de la file, une file qui a pour elle d'être très joliment habillée, joliment détaillée et thématisée, délivrant une ambiance chatoyante et chaleureuse qu'on sent pensée et réfléchie, comme dans toute bonne création Disney qui se respecte. On appréciera la variété des scènes et des décors qui nous donnent à parcourir des couloirs et des salles à l'intérieur même d'un château pour nous conduire ensuite vers des scènes extérieures, plongées dans l'obscurité de la nuit, éclairées par des lanternes et par des projecteurs bleus qui donnent au tout des atours de nuit américaine. Là aussi, la file propose de jolis tableaux et un habillage global qui rappelle le soin donné à des files comme celle de Pirates des Caraïbes, et en ce sens, on est heureux de constater que Disneyland Paris a laissé de la place à la créativité de ses équipes pour que celles-ci puissent s'exprimer avec moins de contraintes. De même, la gare, sans être celle de Pirates des Caraïbes justement, ni celle du Fliegende Holländer d'Efteling, est une gare qui fonctionne bien tant dans son ambiance sonore que visuelle. Allez, il est maintenant grand temps pour nous d'embarquer à bord de ces bateaux qui disposent d'une lap bar, parce que oui, il faudrait pas que les visiteurs s'envolent après avoir parcouru ce ride si généreux en jet négatif. Ah bah oui, hein, si ça fait plus ça, c'est pas pour rien. Non mais des fois. Allez, nous voici dispatchés et nous nous apprêtons donc à découvrir Frozen Ever After, attraction copie conforme de celle de Hong Kong Disneyland et à peu de choses près la même qu'à Epcot. La dispatch emmène 2 bateaux à la fois et prend le temps de créer un espacement entre 2 embarcations afin que seul votre bateau soit présent dans chaque scène. Et aussi, cette dispatch a été pensée pour que les opérateurs puissent checker les lap bars sans avoir à se pencher en avant mais en restant droit debout. Et ça, bah, c'est bien pour leur dos. Le tout commence donc avec un tunnel qui permettra de faire une transition entre la gare et la première séquence de ce Dark Ride. Déjà pour nous couper du bruit de la station, pour éviter toute pollution visuelle, mais aussi pour ne pas révéler quoi que ce soit au rider avant qu'il ne se lance pleinement dans le ride. Nous en arrivons donc à la première scène qui viendra inaugurer Frozen Ever After. Une scène ma foi fort jolie qui ouvre de bien belle manière ce ride. On y trouvera donc Olaf et Sven qui nous accueillent et nous invitent à les accompagner pour nous rendre au palais de glace d'Elsa, invitation que, bien entendu, nous acceptons. Ici, que ce soit au niveau de l'éclairage, de la fluidité des mouvements des animatroniques ou de ces fibres optiques placées dans des bulles de verre, le rendu est impeccable et on est heureux de pouvoir trouver une telle qualité de finition à Disneyland Paris, parce que c'est pas avec Web Slingers ou Ratatouille qu'on avait pu s'en réjouir. Nous poursuivons ensuite avec le deuxième tableau, lui aussi assez réussi, dans lequel Grand Pabi, qui n'est autre que le roi des trolls, un vieux sage faisant le lien entre le passé et l'avenir et qui a pour souci premier que de préserver le royaume d'Arendelle, raconte aux petits trolls du royaume l'histoire d'Anna et d'Elsa. D'ailleurs, seule scène du ride où les animatroniques disposent de visages projetés. Une scène réussie mais qui commence à laisser transparaître les défauts de ce Dark Ride, à savoir que si nous regardons hors du champ vers lequel notre regard est dirigé, alors le tout commence à faire bien vide. Comme nous avons ici affaire à un crédit, étant donné que l'attraction
l'attraction est comptabilisée comme un +1 et que nous savons maintenant que pour qu'une attraction fasse +1, elle doit strictement comporter une drop, une bosse et donc avoir une séquence soumise à la gravité, alors il nous faut emprunter le traditionnel lift. Et donc bah oui, les Powered ne sont pas stricto sensu des coasters, mais par extension, ça en devient. Un lift qui donc nous emmènera jusqu'au palais de glace d'Elsa, un lift durant lequel on aurait apprécié des effets un peu plus spectaculaires que ce palais en perspective forcée ou que ces écrans laissant apparaître des flocons, d'autant plus que le plafond permet de bien percevoir la délimitation des 10 écrans qui ne sont pas intégrés outre mesure. Et quitte à faire de la projection, bah autant en faire aussi sur le plafond quoi. Une fois au sommet, nous nous en allons traverser les couloirs du palais avec certainement les 3 séquences les moins intéressantes de tous Dark Ride. La première, c'est l'apparition de ce très gros flocon dans des couloirs totalement vides qui laisse comme une impression d'inachevé. De même, cette séquence avec Olaf qui fait du patin, alors certes l'animatronique est jolie, certes les mouvements sont fluides, mais tout fait vraiment vide, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, alors que bah il y a l'espace quoi, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes qu'à Epcot ici. Ça fait un peu minimum syndical et pour une attraction à ce prix là, c'est quand même un peu dommage de proposer des tableaux aussi chiches en déco. Plus loin, nous tomberons sur un autre tableau sans grand intérêt qui ne raconte pas grand chose et à la mise en scène assez plate, avec donc Anna, Christophe et Sven qui poussent la chansonnette sans que ça n'apporte rien au schmilblick, avec une projection derrière eux, quelques éléments de déco à leurs pieds, à croire que les animatroniques ont coûté si cher qu'il n'y avait plus tellement de budget pour le reste, ce qui est peut-être aussi un peu le cas, parce que c'est vrai qu'ils sont magnifiques ces animatroniques. Bon, on retiendra de cette scène le Sven qui se retrouve la langue collée à la balustrade du balcon, mais on se dira que tout ça est quand même un peu vain et un peu creux. Voilà, le ventre mou est derrière nous et on va maintenant pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus exaltant avec la scène qui suit, qui n'est autre que la séquence iconique de Frozen Ever After, à savoir celle de la rencontre avec Elsa qui nous chante son insupportable chanson Let It Go ou Libéré, délivré en version française. Une séquence qui fonctionne tout à fait bien de par sa dynamique et sa scénographie, avec sa plateforme pivotante et sa bascule en arrière synchronisée avec le show. C'est réussi, c'est plaisant, quand bien même je ne supporte plus cette putain de chanson dont je vais vous laisser profiter pour que vous puissiez vous aussi vous délecter de cette scène. Comme ça vous l'aurez en tête pour le reste de votre journée. Ah bah y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir fredonné durant les 7 jours qui ont suivi ma visite. Suite à cette rencontre tout en musique, nous en arrivons à ce qui est pour moi la séquence la plus réussie de cette attraction, en continuant donc notre marche arrière, permettant ainsi d'en dévoiler le moins possible et de laisser s'installer une forme de mystère. Le tout est d'ailleurs bien aidé par cette fumée qui vient envelopper notre embarcation. À mesure que nous progressons, le ciel se dévoile, les aurores boréales apparaissent et nous voyons poindre de plus en plus de Snowgees dans la scène. Ces petits êtres de neige pas du tout inspirés par les Sylvains de Princesse Mononoke. Et vraiment pas du tout quoi. On notera donc qu'ici, le travail sur la composition de la scène est remarquable, que ce soit au niveau du rapport d'échelle, de l'intégration des décors et de leur mariage avec les projections, de l'éclairage, de la spatialisation ou du sound design. Tout est absolument nickel, quand bien même j'émets une toute petite réserve quant à l'implantation du palais au fond de la scène. Puis disons que cette pièce maîtresse qui se trouve donc être Guimauve, à savoir le frère d'Olaf et gardien du palais d'Elsa, est franchement très réussie. Nous rebasculons donc vers l'avant avec cette drop superbement camouflée qui ressemble à un gouffre sans une once de lumière, gouffre au sein duquel nous allons plonger pour quitter cette très jolie séquence. Ici, on aura donc droit à la fameuse drop avec une petite bosse à la clé, suffisamment pour que ce Frozen Ever After fasse donc +1 et fasse ainsi grimper le compteur à crédit. Et ça, c'est beau. À l'issue de cette drop, nous arrivons à temps pour les célébrations du Festival de l'hiver, avec comme tout Dark Ride adaptant un conte de fête Disney qui se respecte, un feu d'artifice pour venir s'inviter
à la fête. Ici, on retrouve ces projections qui dessinent un peu trop les murs, comme ça peut être le cas dans le lift du ride, ou encore un éclairage un peu trop frontal qui laisse projeter les ombres des flèches du château sur le mur. Et l'éclairage est tellement bien soigné dans tout ce Dark Ride que là, je suis obligé de souligner que c'est un peu moins le cas. D'ailleurs, la perspective du château et son travail d'échelle laissent quelque peu à désirer. Pour ce qui est du village, c'est plutôt joli, même si la montagne derrière semble très factice, comme un calque découpé et déposé sans relief ni profondeur. On en arrive maintenant à la dernière scène de ce ride, une scène joliment faite qui donne à voir Olaf, Anna et Elsa se tenir sous un plafond de fleurs, avec encore une fois une jolie composition, un très bon travail sur l'éclairage et des animatroniques tout à fait convaincants. Dommage encore une fois que la mise en scène soit pensée comme s'il s'agissait ici d'un omnimover à la Phantom Manor, donc d'un ride très dirigiste qui imposerait à notre regard de se poser ici ou là. Dans Frozen Ever After, nous sommes sur des bateaux qui ne se déplacent pas latéralement mais bien d'avant en arrière, faisant que si on s'intéresse aux détails, on constate que c'est souvent assez vide. Sur cette scène, on invite notre regard à se tourner vers la droite, mais de fait, rien n'a été prévu pour habiller la partie gauche de la scène, qui est donc littéralement vide. Et c'est justement ce que contre tout le temps des parcs comme Efteling, qui soignent toujours l'intégralité de leur scène, en mettant bien sûr le paquet sur le point chaud de la séquence, mais sans pour autant délaisser les alentours. Et c'est après avoir traversé cette dernière scène que nous en arrivons donc à la fin de ce Frozen Ever After, et que nous regagnons la jolie gare de l'attraction dans le calme, après un ride de près de 7 minutes. Alors, qu'as-tu pensé de ce Frozen Ever After, Dubik? Eh bien déjà, sachez qu'il s'agit d'un bon ajout pour le parc, un ajout qui satisfera à coup sûr la cible visée, mais qui somme toute n'est pas exempt de défauts. Ce n'est pas un game changer, ce n'est pas ce qui se fait de mieux en Europe, et je vais en lister ici les principaux défauts. Déjà, comme je l'ai évoqué, certaines scènes font assez vide, ça manque d'éléments de déco, ça manque de détails, de vie, et on aurait aimé qu'il charge un peu plus la mule. Typiquement, le tout premier tableau avec Olaf et Sven est très joli, sans pour autant qu'il soit d'une complexité folle. Mais c'est un tableau très équilibré, qui fonctionne tout à fait bien. Au contraire, celle d'Olaf faisant du patin, ou encore d'Anna et Christophe qui poussent la chansonnette, non seulement elles ne servent à pas grand chose, mais en plus elles manquent clairement de générosité dans la déco. Aussi, Frozen Ever After est un Dark Ride qui manque de liant entre ses scènes. On sent vraiment qu'on passe de salle en salle, on sent les transitions entre les dites salles, faisant que l'ensemble manque d'harmonie. Par extension, ce manque de liant formel projette également un manque de liant sur le fond, car c'est un Dark Ride qui ne raconte pas grand chose, qui est narrativement assez creux, et chaque salle ne répond pas nécessairement à la précédente. De fait, il n'y a pas tellement de progression, le fil conducteur est très ténu, et l'enchaînement découle plutôt d'un prétexte davantage que d'une continuité maturée. Ce qui me chagrine un peu avec le traitement moderne des attractions Disney à IP, c'est le manque d'antagonisme. Ici, on a fait table rase de tout antagonisme. C'est mignon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce qui n'est clairement pas le cas du conte d'origine, ni même de l'adaptation faite par Disney. De fait, ce manque de relief n'invite pas à la fluctuation des émotions, comme on peut la voir dans un Harry Potter and the Forbidden Journey, où on passe tantôt de l'émerveillement à la peur, le Dark Ride jouant donc sur la surprise et l'étonnement du visiteur. Ici, sans que l'encéphalogramme ne soit plat, le signal ne varie pas beaucoup, et c'est bien un reproche qu'on peut faire à cette attraction. Les animatroniques sont de très grande qualité, les mouvements sont bluffants, même si on n'est pas toujours à l'abri de quelques pannes, comme lors de notre troisième tour, où visiblement, Olaf venait de se bloquer le dos à force de gesticuler dans tous les sens, sans échauffement. Sur Frozen Ever After, on sent les scènes dans lesquelles beaucoup d'argent a été investi, et les scènes un peu plus laissées pour compte. Ce qui en fait une attraction assez inégale, malgré le peu de tableaux que celle-ci propose. Il y a quelque part comme un manque d'ambition qui plane au-dessus de cette attraction. On a voulu bien faire, certes, mais on n'a pas poussé les curseurs outre mesure. Côté capacité, on n'est pas sur un monstre à la Small World ou à la Pirates des Caraïbes, ce qui me fait un peu craindre pour les jours de forte affluence, avec des temps d'attente qui risquent clairement de s'envoler. En ce qui concerne le fait que les chansons soient en anglais, certains s'en sont plaints, pour moi c'est clairement un faux débat. Déjà parce que musicalement c'est stricto sensu la même chose d'une version à l'autre, donc c'est très outrepassable. Ensuite parce que Disney est la première destination touristique d'Europe. C'est une destination internationale, et la part de visiteurs étrangers varie de 50 à 56% en fonction des années. Donc au moins un visiteur sur deux n'est pas français. Il faut s'enlever de la tête que Disneyland Paris est un resort français. C'est une destination multiculturelle qui est certes basée en France, mais qui rayonne beaucoup plus largement. Donc l'utilisation de l'anglais est tout à fait légitime, compréhensible et évidente. Et contrairement à la Tour de la Terreur, où l'opérateur peut choisir un cycle tout en français ou tout en anglais en fonction des visiteurs présents dans la cabine, ce serait impossible
impossible à mettre en place ici. Donc il n'y a même pas de débat. Les chansons sont en anglais, beaucoup de dialogues sont en français, donc au final, on s'y retrouve. À côté de ça, l'ambiance est bien gérée, prenante, le travail sur l'éclairage est presque toujours convaincant, le tout est assez long étant donné qu'on atteint presque les 7 minutes de ride, sans que pour autant on s'ennuie outre mesure, sachant qu'on l'aura fait 3 fois dans la soirée. Les animatroniques sont nickel, il y a des tableaux superbement exécutés, aussi bien celui d'Elsa qui pousse la chansonnette que le premier avec Olaf et Sven, ou encore celui avec l'impressionnant Guimauve. C'est un ride qui saura convaincre sa cible, ce qui est bien le plus important, mais un ride plutôt standard pour un parc Disney. On est loin du haut du panier et c'est ce que certains pourraient s'amuser à appeler un 10 tickets. Donc non, Frozen Ever After est loin d'être une mauvaise attraction. C'est même une attraction qu'on prendra plaisir à faire lorsqu'on visitera le parc. Pour autant, ce n'est pas celle-ci qui fera franchir un cap à Disneyland Paris. Et je pense qu'il est quand même de bon ton de modérer et de tempérer la hype. À la sortie de l'attraction, place à la traditionnelle boutique qui tire sa thématisation ici d'artisans d'Arendelle qui, devant le succès grandissant que connaissent les jouets en bois qu'ils fabriquent à la main, ont décidé d'ouvrir une échoppe afin que les villageois puissent venir y gâter leurs bambins. Il y a pas mal de détails, la boutique est mignonne et si vous voulez approfondir votre découverte de celle-ci, je vous invite à aller voir la vidéo de First Drop sur Frozen dans laquelle Célia dédie tout un chapitre à cette boutique. Bon bah voilà, Frozen c'est dans la besace, c'est donc plutôt satisfait que nous sortons de cette attraction qui, sans être un chef-d'œuvre, reste un bon atout pour la destination. Ici, contrairement à Hong Kong qui possède également un coaster nommé Wandering Oaken Sliding Sleaze, c'est actuellement la seule attraction de la zone, qui risque fortement d'être prise d'assaut lors des prochains mois, nous laissant vraiment espérer que le chantier du Roi Lion ne prendra pas trop de retard et que cette prochaine extension pourra ouvrir à temps. Je vous laisse donc maintenant aller vous faire votre propre avis sur la bête et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce ride, que vous soyez d'accord avec moi ou non. Parce que pour certains, je le répète, mais vous avez tout à fait le droit de détester, d'adorer ou de vous en foutre royalement. En attendant, nous avons rendez-vous avec les deux reines du coin, à savoir Anna et Elsa, qui nous attendent au sein du château d'Arendelle. Un château qui n'est ni plus ni moins qu'un lieu de meet and greet que vous retrouverez sous le nom de Rencontre Royale. Le hall d'accès au bâtiment est soigné, plutôt engageant pour un simple meet and greet, avec des murs habillés de tableaux qui donnent davantage de cachet à l'ensemble. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvent donc 3 pièces qui accueillent les visiteurs. Dans chaque pièce se trouvant donc un duo Anna et Elsa pour aider à fluidifier le flux de guests souhaitant se prendre en photo avec ses majestés les reines. C'est toujours l'occasion d'avoir l'air de sinistre connard, ces rencontres avec des personnages, mais sans ça, c'est vrai que ça n'aurait aucune saveur cette histoire. Allons donc voir ce à quoi ressemble cette nouvelle zone depuis la promenade faisant le tour d'Adventure Bay et constatons que oui, tout ça, ça a franchement de l'allure. Et ça en aura encore davantage à la nuit tombée tout à l'heure. Que ce soit donc le château d'Arendelle qui s'excentre quelque peu de la zone, ou encore l'entrée du ride et sa montagne qui s'élève en arrière-plan, on ne peut que souligner le travail effectué, et se réjouir du fait que le rendu soit vraiment d'excellente qualité. Et quand Disney fait les choses bien, il faut aussi savoir le reconnaître, donc je le reconnais avec un plaisir non dissimulé. Par contre, oui, sur cette promenade, il ne faut pas tourner le dos à la zone, parce que le reste jure un peu. Il faut vraiment que la végétation pousse pour camoufler tout ça, parce que là, l'immersion en prend un coup dans l'aile. Que ce soit le bâtiment de Flight Force, ou encore la tote qui vient gratouiller le ciel, c'est quand même difficile à avaler. Mais c'est aussi le problème avec les master plans qui n'ont pas été pensés en amont. Sinon, déjà, en premier lieu, je pense qu'ils auraient jamais foutu la tote à cet endroit. Bon, la faim se fait ressentir, il est donc grand temps pour nous d'aller nous sustenter dans le restaurant de la zone nommé Nordic Crowns Tavern, comprendre la taverne des couronnes nordiques. Un restaurant joliment réalisé, qui n'est pas un service à table, mais dans lequel on récupère sa commande au comptoir. Et puis d'ailleurs, ils ont fait une référence non avouée aux danses macabres d'Efteling, donc forcément, ça ne peut être que très bien. Côté repas, c'est original pour de la nourriture de parc, quoique un peu avare sur les portions, et c'est surtout très cher. Ce plateau comportant un menu avec un coca, ainsi qu'un plat avec une salade de pommes de terre et un petit peu de poisson, m'a coûté 15 €. À côté de ça, le plateau de First Drop avec donc son menu composé d'un plat avec de la purée, des boulettes végétariennes et des carottes, ainsi qu'une boisson et un magnum en guise de dessert, lui a coûté 22 €, sachant que ce n'est pas le menu le plus cher de la carte. Bref, ça se touche quand même un peu. Nous ressortons du restaurant alors que la nuit vient de tomber, et le constat est sans appel, la zone est encore plus belle de nuit, et c'est d'ailleurs là que tout son charme pourra pleinement opérer. Comme je le disais pour le Dark Ride, l'éclairage de la zone est superbement travaillé, la montagne d'Arendelle particulièrement bien mise en valeur, comme l'est d'ailleurs chaque élément de thématisation. Le mariage de l'ensemble opère parfaitement, et le simple fait d'arpenter
arpenter la zone consiste en un vrai moment de plaisir. Mais avant d'y revenir, allons voir une autre attraction que je n'avais pas encore faite jusqu'ici, et là vous allez vraiment vous dire qu'on a bien fait d'aller voir ce dont il en retournait. Alors non, je ne parle pas encore de réponse, parce que chaque chose en son temps, mais je parle bien entendu du formidable Cars Road Trip que je n'avais pas encore fait depuis la refonte de l'attraction en 2021. Ah bah qu'est-ce que vous voulez, vous connaissez ma devise, hein? On fait tout ou on fait rien. Ah ça y est, le tram arrive, alors croyez-moi bien que l'excitation est à son comble et que l'envie de découvrir Cars Road Trip est à son paroxysme. D'ailleurs, je ne suis visiblement pas le seul à être très heureux de faire un tour de cette attraction, n'est-ce pas Pierre? Bon alors, Cars Road Trip, eh bien déjà que l'attraction originale n'était franchement pas terrible, mais là il n'est pas peu dire qu'on touche le fond. C'est totalement inintéressant et on se dit qu'heureusement qu'ils ont conservé la scène phare de cette attraction, qui est la seule qui vaille à peu près le coup d'œil, quand bien même la plateforme sur laquelle était positionné le tram ne bougeait pas comme elle le devrait. Bon, il faisait pas bien chaud ce soir-là, donc le feu nous a réchauffé le squelette, et c'est déjà ça de prix. Pour le reste, circuler, y a rien à voir, c'est vraiment la seule scène qui ressemble à quelque chose de toute cette attraction qui a au moins le mérite de durer moitié moins longtemps qu'auparavant. Et heureusement parce que, mon Dieu, quel ennui! Attraction suivante, véritable nouveauté ce coup-ci, enfin, autant que faire se peut, c'est Réponse Tangle Spin, un Teacups Zamperla comme Madator's Teacups qui a ouvert au Disneyland Park en 1992. Du coup, quelle est la plus-value de ce Réponse Tangle Spin? Eh ben, y en a pas. Ce choix est assez curieux, assez peu inspiré, et on se dit que Disney aurait quand même pu davantage se sortir les doigts du cul. Bon, tu me diras, la prochaine attraction à ouvrir, ce sera des chaises volantes, donc dans le genre inspiration au fond du trou, on fait difficilement mieux. Si vous avez besoin de quelqu'un pour votre département recherche et développement et que vous êtes en panne d'inspiration, n'hésitez pas à venir nous demander, hein. Je pense qu'on sera nombreux à venir vous filer un coup de main les gars. Première chose avec ce Réponse Tangle Spin, c'est que les embarcations sont assez étroites et ne laissent pas beaucoup de place pour les grands gabarits. Je vous laisse le constater de vous-même. Je suis à l'aise. Contact minimum. À l'aise, Bon, il va falloir tourner maintenant. Je suis pas sûr que ça tourne. Autre chose, c'est que le ride est d'une mollassonnerie absolue, plus encore que Madator's Teacups, et alors je ne tenterai même pas la comparaison avec Sirocco à Efteling, parce qu'ici, le tout est tellement bridé que même en y mettant toute notre force, c'est à peine si on parvient à tourner. C'est donc un peu sans intérêt, mais on a là affaire à un très joli flat ride, très instagrammable, un ride qui déploie sa superbe de nuit, avec son éclairage léché qui en devient même hypnotisant. Donc voilà, bilan de l'affaire, c'est un très joli flat, mais hélas, c'est un peu tout ce que ce ride a pour lui. Allez, je vous offre ce petit point de vue depuis la sortie de Réponse pour appuyer le fait que oui, le parc s'embellit avec Adventure Bay et que tout ça annonce quand même du bon pour la suite et on ne peut que s'en réjouir. Après toutes ces émotions, allons donc voir ce que ça donne du côté du Regal View, qui n'est autre qu'un restaurant proposant également une partie lounge pour déguster des cocktails. Le restaurant, bah ce sera pas pour nous, étant donné qu'il faut être prêt à débourser une centaine d'euros par tête, mais le lounge par contre c'est déjà plus à notre portée. L'endroit est sympa, cosy, mais tout en étant plus abordable que le resto, c'est pas non plus ici qu'on se mettra une caisse. Parce que, aussi bon soient les cocktails, hein, le mien était ici à 18 € pièce. Donc autant vous dire que je n'en ai pris qu'un et que j'ai laissé mon foie tranquille pour le reste de la soirée. Retournons donc vers Frozen pour profiter encore davantage de cette très jolie zone de nuit, et d'ailleurs je vais la mettre quelques instants en sourdine pour vous laisser en profiter tranquillement. Quand c'est réussi, faut le dire, hein, donc on le dit. Allez, un dernier petit tour de Frozen Ever After pour nous, et nous nous dirigeons ensuite vers le show nocturne, à savoir Cascade of Lights, pour lequel des barges sont disposées au centre du lac, comme ça peut être le cas à Epcot. Ce soir-là, interdiction de filmer le show, et on n'a rien perdu, étant donné qu'à cause du vent, le show a été présenté sans drone. Et sans drone, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce show, c'est quoi? Eh bien, c'est des projections sur des rideaux d'eau, qui sont formés par des fontaines. Ajoutez à cela un peu de pyrotechnie, mais surtout des drones qui viennent t'aider à former les différents tableaux. Sans drone, eh bien c'est pas la même, parce que le show est intrinsèquement assez pauvre, se contente de cumuler des tableaux faisant référence à des films Disney sans réel fil conducteur,
avec une voix off nous balançant des poncifs sur la force de l'amitié et de l'inspiration. Puis c'est quand même dommage que ce show ne présente même pas de véritable tableau mettant en scène la Reine des Neiges ou le Roi Lion, parce que ce sont un peu les deux nouvelles stars présentes et en devenir de la zone. Et c'est ainsi que s'est achevée notre toute dernière soirée au Walt Disney Studios. Un bilan sur tout ça, Dubik? Mais bien entendu, on a là affaire à la première pièce d'un édifice très vaste, et pour être tout à fait juste sur ce qui nous est proposé, il faudra attendre quelques années afin de juger un ensemble un peu plus abouti. Ici, on comprend l'ampleur du projet, mais tout reste encore à faire. Donc oui, Adventure Way fait vide. Oui, Adventure Bay fait vide. Et le lac se trouve être particulièrement immense par rapport à ce qui est présent actuellement. D'ailleurs, pour vous donner envie de faire le tour d'Adventure Bay, vous trouverez disposés tout au long des kiosques proposant différents types de nourriture, tantôt classiques, tantôt originaux, faisant d'ailleurs penser à ce que propose Epcot, parc vers lequel lorgne cette zone d'Adventure Bay. On attendra avec impatience le Roi Lion pour venir étoffer le tout, attraction qui sera quant à elle un véritable étiquette, en tout cas on l'espère, et on se dira que même si Frozen et sa zone ne sont pas exempts de défauts, c'est quand même du beau boulot à mettre au crédit des équipes de Disney. Allez, la soirée se termine, il est donc temps de se mettre en route vers la sortie, tout en se disant qu'au bout du compte, on est plutôt satisfait de ce qu'on vient de découvrir au Walt Disney Studios. Walt Disney Studios qui d'ailleurs bientôt ne seront plus et qui laisseront place à Disney Adventure World. Et on ne fera aucune remarque quant à ce nom plus générique tu meurs. C'est donc non sans émotion que nous prenons pour la toute dernière fois le chemin de la sortie des studios, parc certes vérolé à l'histoire compliquée, mais qui tiendra à jamais une place particulière en mon cœur, tant au niveau de mes visites qu'au niveau de mes 5 années passées à travailler là-bas. Une page se tourne et une nouvelle histoire est à écrire, histoire qu'on espère tout de même plus florissante et excitante que la première, qui consistait quand même surtout à ramasser les pots cassés. Alors adieu les Walt Disney Studios et on se retrouve bientôt pour vivre ensemble l'expérience Disney Adventure World. Et oui, ça fait forcément un petit pincement au cœur, parce qu'on en a vécu des choses avec ce parc, mais bon, c'est pas comme si les studios allaient fermer pour de bon, on parle ici surtout de rebranding et d'amélioration, avec une transformation qui était devenue plus que nécessaire. Comme je vous le disais, en l'état, difficile de juger ce qu'il va advenir du parc. En tout cas pour l'instant, le ciel est dégagé, la météo est bonne pour le futur, il y a fort à croire que les choses vont avancer dans le bon sens. Pour l'instant, ne vous attendez pas à tomber le cul par terre, ça avance doucement mais sûrement, et il y a encore beaucoup de boulot pour que le parc devienne une destination à part entière. Mais voilà, ça fait quand même du bien de constater qu'on ne se fout pas de la gueule du monde, et dans le resort parisien, la dernière fois que je me suis dit ça, c'était en 2007 avec l'ouverture de la Tour de la Terreur, qui était donc la dernière nouveauté notable et digne de ce nom que nous avait proposé Disneyland Paris. Je vous laisserai donc vous faire votre avis par vous-même, mais j'attire votre attention sur le fait que les premiers mois d'exploitation de Frozen Ever After vont être très compliqués et très chargés. Je vois déjà arriver les vidéos débiles et attendues de gens qui vont nous dire que pour le premier jour d'ouverture, mon dieu, mais qu'est-ce que c'était le bordel? Oui, sans blague, il n'y a pas besoin d'être Nostradamus pour le savoir. Les équipes sont encore en rodage, le ride est encore en rodage et ils vont tous devoir faire face à un afflux extrêmement massif de visiteurs qui ne viendront ce jour-là que pour ça. Ça va être le foutoir. Déjà, quelle idée d'y aller pour le premier jour d'exploitation publique en se disant que tout va tourner nickel et qu'il n'y aura que 30 minutes d'attente au ride. C'est quand même pas très malin. Patientez un peu, attendez que la hype redescende et vous aurez tout le loisir de profiter de cette zone et de son attraction dans les meilleures conditions. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Frozen Ever After, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous irons bel et bien à Six Flags America, et ce coup-ci, il n'y aura pas d'entorse au programme. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Six Flags America, jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Cold never bothered me anyway.